Ce qui est déjà surprenant, c'est que cette route avec un cap vrai au sud, c'est pas la méthode habituelle utilisée pour naviguer en avion de ligne. Le cap vrai n'est utilisé que lorsqu'on vole à proximité des pôles. Par contre, sur le reste du globe, c'est le cap magnétique qui est utilisé. Pourquoi la personne aux commandes aurait choisi de prendre un cap vrai? Là, on ne peut pas non plus le dire. Quoi qu'il en soit, toute l'étude des données du BTO, de BFO que l'on a sur ce rapport-là sont très 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 complètes, très techniques. Ils ont notamment utilisé ce qu'ils ont appelé le BFO et le BTO résiduel. Alors qu'est-ce que c'est ce BFO et ce BTO résiduel? En fait, ils ont pris, si je prends l'exemple du BTO, ils ont pris le BTO qui a été relevé par le MH370, donc dans les données Inmarsat. Ils ont calculé le BTO qu'ils obtenaient à partir de leurs données, de leur trajectoire à eux, et ils ont fait la différence entre les deux. Ils ont essayé donc de voir si leur trajectoire était suffisamment proche en fait du BTO réel, et donc de vérifier cet écart. Plus cet écart était faible, plus on pouvait avoir confiance sur la possibilité que la position pouvait être valable. Et l'étude qui est faite de ces données-là est extrêmement précise. Elle est même, je dirais, plus précise que ce que l'on a eu par les rapports d'Inmarsat. Donc c'est en ça que cette étude est intéressante, c'est qu'elle permet quelque part de valider cette route possible. Alors c'est peut-être pas la seule qui est possible, mais de toutes les routes qu'ils ont calculées, c'est celle visiblement qui colle le plus aux données BTO et BFO que l'on a. Donc en termes d'altitude, en termes de vitesse, en termes de route. Donc cette étude est très très pertinente là-dessus. Ensuite, le point final de la trajectoire, c'est-à-dire sur le 7e arc, au beau milieu de l'océan Indien, ils ont calculé la marge d'erreur de tous les détails techniques que l'on pouvait avoir. Et additionner ces marges d'erreur, on arrive à une marge d'erreur du BTO de l'ordre de 19,2 nautiques. Ce qui signifie que la position que l'on a de ce 7e arc, je l'explique dans mon ouvrage, le BTO, la précision, elle est variable également en fonction de si l'avion est en montée ou est en descente. Donc cette variable, elle a également été prise en compte dans les calculs de l'Independent Group sur cette étude. Mais il y a d'autres paramètres qui influent sur cette imprécision. Donc on a une imprécision d'environ 19 nautiques sur la position finale sur le 7e arc. Or, et ça le rapport le dit aussi, les recherches se sont concentrées à plus ou moins 32 nautiques de part et d'autre de ce 7e arc. Ce qui signifie que si on enlève en fait ces 19 nautiques, en réalité, on pourrait, si l'avion était réellement plus au sud, il faudrait qu'on aille chercher en fait plus loin. Donc il faudrait passer éventuellement environ 52 nautiques au-delà de la ligne du 7e arc qui avait été définie. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui est intéressant, c'est la précision que l'on peut avoir sur ce 7e arc. Donc ça, c'est aussi très détaillé, c'est bien expliqué, même si c'est quand même assez technique, c'est quand même compréhensible dans le rapport. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Independent Group s'est permis de définir 3 secteurs de recherche qu'il préconise. Donc il y en a un qui reste sur l'hypothèse officielle que personne n'était aux commandes, et donc qui se base sur l'étude du simulateur pour pouvoir définir la trajectoire de l'avion. Mais l'étude pointe du doigt qu'il est relativement difficile, même à partir du simulateur, de pouvoir prouver que l'avion s'est réellement comporté comme cela. En effet, le simulateur manque de précision pour simuler ce genre de choses. Ce qui fait qu'il n'est pas exclu que l'avion ait pu très bien continuer tout droit. Ou que même quelqu'un ait pu continuer à maintenir le cap de l'avion vers le sud. Donc
Ça aussi, le rapport l'étudie, à savoir si quelqu'un était aux commandes à la fin. Donc sur ces secteurs-là, donc il y en a un qui est privilégié, c'est le secteur A2 qui apparaît ici sur la carte, vous pouvez le voir un peu plus en détail. Et donc c'est une route qui serait maintenue au sud après le passage du 7e arc. La position de départ sur le 7e arc, elle est intéressante. C'est le point d'aboutissement de la trajectoire qui est restée donc vers le sud sur les données Inmarsat qu'ils ont calculées. Elle aboutirait à une latitude de 34,3 degrés sud. C'est une zone qui a été partiellement couverte par l'exploration sous-marine, mais qui n'a rien donné. Et ça, c'est un point que j'avais également soulevé, c'est que je pense aussi qu'on est dans ce secteur-là. Sauf que, et ça je l'ai aussi pointé du doigt, pour moi les recherches n'ont pas cherché suffisamment large dans ce couloir. Il aurait fallu élargir, et notamment vers le sud. Donc, si on reprend la carte d'Independent Group qu'on a là, avec leurs différentes zones de recherche, on voit la zone justement qui est notée ici, donc la A2, qui s'éloigne vers le sud. Si on compare avec la zone que j'avais définie relativement tôt pendant mes recherches, je la fais apparaître ici en rouge à hachuré, en fait la zone est en plein dans la zone que j'avais définie dès le départ. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'avion y est, ni que ça conforte mon hypothèse. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que l'Independent Group recommande d'aller chercher davantage dans cette zone. Voilà. Autre chose qui atteste ce secteur-là, c'est également une étude plus poussée de la dérive des débris. Et là encore, la zone qui est située à 34,2 degrés sud est également privilégiée pour plusieurs raisons. D'une part, pour une question de dérive des débris, mais également parce que cette zone-là a été assez peu couverte lors des recherches aériennes. Donc, on peut supposer que en fait, la zone est plus au sud de ce que les recherches aériennes ont fait. Ce qu'on voit sur la carte là, avec les différentes zones, avec les carrés. On voit, et ça c'est un secteur que j'avais également identifié dans mon étude, ce secteur, au milieu de deux grosses zones qui avaient été cherchées, n'a pas été exploré. Et on est justement dans ce secteur-là, dans la zone qui est recommandée par l'Independent Group. Donc voilà les différents points qui sont intéressants dans ce rapport. Donc pour ceux qui ont le courage de vouloir s'y lancer, allez-y. Les annexes sont très très complètes, très très techniques. Donc c'est ça qui est intéressant souvent dans les travaux de l'Independent Group, c'est qu'ils n'hésitent pas à publier leurs méthodes de calcul de façon à pouvoir les vérifier derrière pour ceux qui ont les compétences techniques. Donc c'est vraiment un très beau boulot qu'ils ont fait, de façon à pouvoir essayer de définir une nouvelle zone de recherche à conseiller aux autorités. Maintenant, en conclusion, est-ce qu'on a vraiment des chances que des recherches soient relancées dans ce secteur ? Personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui font que la Malaisie ne bougera pas. Tout d'abord, le rapport final a été fait. Donc, à moins qu'ils ne prennent en compte ce rapport et qu'ils le jugent intéressant et qu'ils trouvent des fonds et qu'ils débloquent des fonds pour pouvoir relancer ces recherches, j'en doute. Voilà. D'autre part, avec la crise actuelle concernant le Covid-19, les pays sont sous pression du point de vue financier. La Malaisie est également très durement touchée. Donc je doute que les pays soient prêts à mettre sur la table de l'argent pour aller chercher une zone, sachant qu'ils ont déjà mis beaucoup d'argent sur la table sans succès. Maintenant, je dirais pourquoi pas. La zone qui est préconisée par Independent Group est tout à fait viable. L'étude technique qui en est faite est très sérieuse, très complète, et ça permet d'argumenter dans ce sens pour pouvoir essayer de pousser à relancer les recherches. Maintenant, est-ce que les autorités
en charge de l'enquête accepteront, c'est une autre question.